entre les sciences, les arts, tout ça. Si je demande à un savant qu'est-ce qu'il fait, lui aussi il invente. C'est au nom de ma création que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. La limite de tout ça, c'est quoi? C'est l'espace-temps. Si bien que si toutes les disciplines communiquent, toutes les disciplines communiquent ensemble, c'est au niveau de ce qui se dégage jamais pour soi-même, mais qui est comme engagé dans toute discipline créatrice, à savoir la constitution des espaces-temps. Les arts servent les sciences. La condition de possibilité De l'émergence d'une pensée scientifique créatrice. Les arts servent les sciences. Qu'est-ce qui pique et qui fait pas mal? Qu'est-ce qui pique et qui fait pas mal? La curiosité? Les espaces-temps. La science sert l'art. Il y a là de quoi créer un nouveau monde. Les quarks, les noyaux, les atomes, les molécules, les corps, les continents, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas, les filaments, les murs cosmiques, l'univers. Faut-il ici interrompre ce vertige arrière? La métastructure s'achève-t-elle ici? Peut-être pas. L'immense, c'est encore trop peu. La relativité générale, la grande théorie d'Einstein, présente un monde bien étrange, quoique très élégant et particulièrement cohérent. Perte d'absoluité, faillite de la rigidité, ontologie de la relation. Les choses ne sont plus ici ou là. Elles sont les unes par rapport aux autres. Désarrimage, ancrage mouvant et malléable. Des vaguelettes sur un raz de marée. L'espace et le temps se distordent et se distendent. Ils réagissent à la présence de matière. Ils se courbent au gré des masses et imposent les trajectoires. L'expansion du cosmos est le mouvement propre de l'espace, une dilatation de la trame qui emporte les grandes structures, dicte notre destin et écrit notre histoire. Mais cette même relativité montre que dans 2 des 3 géométries compatibles avec les symétries cosmologiques, l'espace devient strictement infini. Auquel cas, les univers, c'est-à-dire au sens physique, les points en contact causal, les lieux qui peuvent interagir, ils sont nécessairement aussi en nombre infini. Le monde, comme un îlot, dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Vertige. Les phénomènes se diffractent. Peut-être. Notre univers n'est-il en rien représentatif de l'architecture globale, à l'instar de la Terre qui, manifestement, est extraordinairement différente de l'état moyen du cosmos, plutôt morne,
sombre et froid. Peut-être notre univers doit-il être pensé comme une bulle hospitalière, simple fluctuation statistique favorable dans un océan de vacuité. La magnifique adéquation du réel et de nos besoins ne serait alors qu'un simple effet de sélection. Nous nous trouverions dans les lieux compatibles avec notre existence. Mais le monde, le vrai monde, serait bien plus vaste, diversifié et foisonnant, bigarré et diapré au-delà du disciple, sans préjuger naturellement du formidable pouvoir d'adaptation de la vie qui sait frayer d'improbables chemins, sauf, bien sûr, quand elle est réifiée et martyrisée, comme ici, et maintenant, massacrée sur l'autel de la bêtise impériale. La relativité générale peut également conduire à des mondes multiples par la présence de trous noirs. Ces petites sphères résultent de l'implosion des étoiles massives et présentent une gravité si élevée que même la lumière se trouve piégée. L'espace s'écoule trop vite vers la singularité centrale. Le mouvement propre de la trame l'emporte sur les velléités exploratoires des photons. Pour banal qu'il soit, habitant reconnu du bestiaire de l'astrophysicien, ces astres occlus ne sont pas pour autant dépourvus d'étrangeté. Il semble, en particulier, que leur volume interne ne cesse de croître, comportement subtil de la gravitation relativiste. Même si la taille extérieure du trou noir est figée, stellaire, modeste, quelques kilomètres, son volume intérieur peut enfler à l'image d'un univers en formation. Faut-il donc imaginer des mondes en poupées russes engendrant d'autres cosmos par les trous noirs qu'ils produisent, avec peut-être un effet de sélection quasi darwinienne des lois lors de la reproduction. Plus étonnant encore, quand un trou noir tourne sur lui-même, et c'est là la règle plus que l'exception, sa structure interne devient riche, très riche, extraordinairement plus riche. Une infinité d'autres univers se dévoilent, en principe accessibles, au moins du point de vue causal. Peut-être ne sont-ils que des fantômes mathématiques sans existence réelle, des spectres artefactuels, mais ils pourraient aussi constituer les premiers signes d'un ailleurs presque ineffable. La question demeure ouverte, lancinante, inquiétante, dérangeante.
le Big Bang, il y a près de 14 milliards d'années, eut très vraisemblablement lieu une phase d'expansion exponentielle de l'espace. Les distances furent immensément dilatées, étirées au-delà du pensable. Toutes les grandes structures, les galaxies, avec leurs centaines de milliards d'étoiles, les murs cosmiques, les filaments, sont nés ici. Dans les infimes fluctuations de ce champ inconnu qui a fait enfler l'univers comme jamais cela ne se reproduisit par la suite. Pourtant, quand on regarde de plus près, l'inflation semble engendrer non pas un univers, mais littéralement une myriade, peut-être une infinité d'univers bulles, des mondes arborescents, structures gigognes. Le processus est intrinsèquement autoréplicatif, parce que les régions où l'inflation se poursuit s'avèrent nécessairement exponentiellement plus nombreuses que celles où elle s'achève. La machine à créer de l'espace fonctionne sans faille. À quoi ressemblent ces autres univers ? Les pistes, bien sûr, ne peuvent qu'être spéculatives et incertaines. Mais la théorie des cordes propose une vision saisissante. Elle se fonde sur l'hypothèse que les entités élémentaires ne sont pas ponctuelles, comme usuellement supposé, mais constituées plutôt de petits élastiques en vibration. À l'instar d'une corde de violon qui, suivant la position des mains sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique, les différents modes de vibration de ces cordes élémentaires engendreraient toutes les particules connues, mais aussi les interactions fondamentales. L'unification est radicale, presque hégémonique ou totégorique. Elle se paye néanmoins au prix presque exorbitant de l'introduction de dimensions supplémentaires qui échappent à notre vue et doivent par conséquent être recourbées, recroquevillées, compactifiées, dit-on en mathématiques. Mais les schèmes de compactification et les flux magnétiques généralisés qui les traversent sont si nombreux qu'il s'ensuit un quasi-continuum, quasi-infini de lois physiques possibles différentes. Voilà le très abyssal multivers. L'inflation crée des mondes bulles. La théorie des cordes, si elle est correcte, les emplit ou les structure avec des lois différentes. Ce ne sont plus seulement ici les phénomènes, mais également les régulateurs qui varient d'un univers à l'autre. Ailleurs, des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes à 7 dimensions d'espace. Peut-être, là encore, et plus radicalement, faut-il comprendre que les constantes fondamentales de la nature ne semblent miraculeusement propices à la vie et à la complexité que parce qu'elles adoptent ailleurs de multiples autres valeurs et qu'en tant que structure complexe, nous nous trouvons nécessairement là où elles permettent notre existence. À l'image des variations phénotypiques ou génotypiques que les biologistes nomment paysages, les lois de la physique, peut-être, varient au gré des aléas. Les poissons pourraient s'étonner qu'il y ait de l'eau partout dans l'univers, mais en réalité, ils ne peuvent simplement se trouver que là où il y a de l'eau.
nous n'accédons qu'à un infime du réel. Une nouvelle révolution copernicienne se dessine peut-être. Après avoir été géocentré, héliocentré, galactocentré et cosmocentré, notre représentation globale se fait peut-être littéralement acentrique. Humilité diffuse, presque profuse. Aussi étonnante puisse-t-elle paraître, la proposition n'en demeure pas moins relativement orthodoxe. Bien que ces autres univers ne soient pas accessibles, le modèle global est bel et bien falsifiable, parce que le multivers n'est pas une hypothèse, il est une conséquence. Et la théorie qui le prédit peut être mise à l'épreuve dans ce monde si elle était réfutée, toutes ces prédictions, y compris ce vaste ensemble d'univers, s'évanouiraient évidemment avec elle. Mais si, au contraire, elle était acceptée, n'y aurait-il pas quelque chose de l'obstination, voire de l'obscurantisme, à lui dénier cette conséquence multiverselle, par ailleurs si fructueuse? Disposer d'un seul échantillon, notre univers, constitue évidemment une gageure. Tester par exemple les idées novatrices en physique des particules en ne disposant que d'une seule collision et non pas des milliards produites par nos accélérateurs serait délicat, mais non point impossible. De même, disposer d'un seul cosmos rend l'investigation globale complexe, mais demeure méthodologiquement assez banale. Et quand bien même le plurivers inviterait à revoir les linéaments de la pratique scientifique, à interroger le sens et les limites de la démarche, peut-être faudrait-il ne pas s'en inquiéter et se faire enfin poreux à cet ailleurs potentiel immiscé dans l'ici de nos élaborés. Météoritique à son propre sol, méréologique à son propre soi. Indigène. Écho précédant le souffle famélique de l'obsédante chaleur du petit matin. Lenteur, assumée de l'inévidente évidence de regards parcourant le sable comme au premier jour. Car c'est effectivement le premier jour. Indigènes, défis élancés aux acculturations endémiques, se pourléchant doucement de l'indéniable libido de leurs exigences cyniques. Imposante fierté, dans la très infime inclinaison nucale qui moque doucement l'inclination sociale. Relevé de la courbe échine contre l'imposture des dominations entérinées. Indigène, odeur de la terre qui redevient terre. Chair meurtrie, histoire en saccade d'une mémoire saccagée. Chair sacrée, lisière ébahie.
d'un réel aboli. Indigène. Une certaine manière d'accueillir la nuit, de faire foule avec les spectres, de faire monde avec les gouttes. Connivence secrète, avec l'inouï du mythe lorsqu'il se flue de loin dans la charge intempestive des effacés d'en bas. Indigène. Fraternité non dite avec la horde des autres, mimétique à son ailleurs. Accueil indolent de quelques fragrances pimentées qui éraflent l'enlat, délicate suavité délogée au creux des engourdis, gifle, espiègle et nonchalamment insolente, assénée au syncope factice. Indigène. Densité résistante, endurcie et presque pétrifiée par les assauts innombrables de toutes les humiliations déjouées. Rictus, de vie crachée à la matrice de l'Empire, amour séditieux dérobé à l'horreur, torpeur exquisément mutine. Indigène. Savoir ancestral, déjouant par l'ici éprouvé le torse bombé de la République universelle. L'arme offerte aux fêlures abstraites. Sourire triste, brandi à la face de la meute des savants. Indigène. Aveu d'innocence. Regard insolent de l'enfant qui ose, droit dans les yeux. Oui, et alors? Indigène. Inspiration exogène d'une modernité moribonde de sa suffisance. Expiation endogène d'une humilité suturée de ses souffrances. Indigène. Anarchie du crépuscule. Coupable d'être. Une anxiété logée aux commissures, stigmate toujours réinventé du servage insevré. Indigène. Affidé des ombres, capable de donner l'ordre de désobéir, pour eux, au secret du secret. Indigène, reflet des faits, éructé à l'indigence du colon. Le pluriel, le plus révolutionnaire, le plus subversif et le plus enchanteur, ne se déploie peut-être pas aux confins de l'univers ou au-delà de l'horizon. Depuis plus d'un siècle, le monde physique est décrit par la mécanique quantique, née presque trivialement de l'étude du rayonnement des fours, qui ne se comporte pas tout à fait correctement dans le domaine des hautes fréquences. Elle a profondément remis en cause notre compréhension de la matière comme de la lumière. D'abord, il y a du discret, du discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. À petite échelle, les grandeurs physiques semblent sauter d'une valeur à l'autre. Ensuite, il y a du stochastique, de l'aléatoire. Les résultats des mesures ne peuvent être anticipés que de manière probabiliste. Quelque chose échappe au reposant déterminisme de la physique classique. Inquiétante respiration au cœur même des processus élémentaires. Il y a, intrinsèquement, semble-t-il, de l'imprévisible.
Enfin, la physique quantique montre que l'ordre importe, ça ne commute pas. Les mesures ne sont jamais, ou plutôt rarement, indifférentes à l'agencement de la séquence qui les produit. Un réel prudent, étiolé, épars, incertain, inévident et presque offert pourtant. Aucune expérience n'a pu à ce jour mettre en défaut l'extraordinaire puissance de la mécanique quantique. Elle triomphe, elle trône, impérieuse, sur un monde qu'elle régule avec autorité et parcimonie. Mais cette vieille découverte se dévoile aujourd'hui par une nouvelle interprétation qui, sans infléchir sa dimension prédictive, ouvre d'innombrables perspectives quant à son sens profond. Parce qu'en l'état, la mécanique quantique ne fait pas sens. Elle est, pourrait-on se risquer à asserter, incohérente, au moins insolite ou absurde. Non pas seulement étrange ou paradoxale, ce qui serait d'ailleurs plutôt réjouissant, mais véritablement inaccessible, en porte-à-faux avec elle-même, en faillite de signification. Carlo Rovelli change la donne. Il montre qu'il suffit d'un décalage de lecture à la fois infime et immense pour que tout devienne simple, évident, consistant. Il suffit, si l'on peut dire, que les propriétés des choses n'existent que lors des interactions entre les choses. Et il suffit que ces propriétés ne soient plus des caractéristiques intrinsèques des entités, mais deviennent entièrement définies par rapport à un autre objet. Autrement dit, la fleur n'a de couleur que quand elle interagit avec un autre étang. Mieux, cette couleur, pour la même fleur, peut être bleue pour une guêpe et rouge pour une abeille. Voilà peut-être ce que nous apprend la mécanique quantique et que nous n'avons pas véritablement commencé à comprendre. Voilà un multivers bien plus extraordinaire encore. Et il est ici, maintenant, partout. Naturellement, ce type d'effet étrange se rencontre rarement au quotidien parce que les interférences quantiques s'amenuisent suite aux moyennes induites par le macrocosme. Mais la déconstruction radicale demeure. La migration ontologique est stupéfiante. Le chat de Schrödinger n'est pas simultanément mort et vivant, mais il peut être mort pour les uns et vivant pour les autres. Un réel relationnel. La physique ne prédique plus sur l'en-soi, mais sur l'envers. Le rhizome du visible se désarime de la matrice de l'univocité. La situation est délicieusement ironique. L'histoire de la pensée occidentale s'est structurée autour d'un fantasme d'absoluité. La physique fut convoquée comme une arme fatale pour légitimer l'univocité non équivoque d'un en-soi dont la fière exhibition constituait le socle de toute démarche épistémologiquement signifiante. Or, les sciences, si on les regarde bien, semblent précisément nous dire tout autre chose. La relativité générale, on le sait depuis un siècle, a construit un monde de champs en interaction. Le cadre, en un sens, réintègre l'œuvre. Plus aucune structure figée, échappant à la dynamique d'un espace en constante évolution, n'est
envisageable. Dans l'acception revélienne, là encore, la mécanique statistique pourrait elle aussi assujettir le sens même de l'écoulement du temps à un couplage particulier entre le monde et certains de ses habitants qu'il serait tentant de qualifier de vivants lorsqu'ils orientent ce flux de devenir. Toute la physique plaide aujourd'hui pour une désabsolutisation du réel et une diffraction de l'être. Peut-être qu'au commencement était la relation. La diffraction ontique du réel physique, c'est encore trop peu. Ce n'est même pas la première marche de l'escalier sans fin qui éloigne du socle fantasmé de l'unité factice. Des mondes multiples, faits à partir de rien par l'usage de symboles. C'est ce que proposait le philosophe Nelson Goodman, des mondes qui pullulent, qui germent et qui meurent au gré de nos systèmes cognitifs. Des mondes créés par la puissance démiurgique de la pensée, incommensurables, irréductibles, intraduisibles. Ici, la physique demeure, mais elle n'est plus, à juste titre, qu'une version parmi tant d'autres. L'Occident a adoré Logos, comme il s'est adoré lui-même, passionnément, à la folie. Absoluité d'une raison machinique et désincarnée. Idéal cartésien de transparence et de rigueur. Imposant édifice à l'efficace, irréprochable. Arme d'érosion massive. Narcisse, empereur. Narcisse, ampleur. Une raison. Une éthique, une vision, une civilisation, une science, un monde. Unique et ordonné. Amoureux de sa puissance, enjôlé de suffisante extase. Qu'il est immense, ce monde technique d'arrogance enivrée. Il s'est même décrété universel.
et c'est un peu vrai. Il a éradiqué avec systématicité toutes les alternatives qui menaçaient son orgueil ou sa fierté. Il trône en jouissance onanique de sa seule existence. Mais rien ne pourra faire qu'il n'ait pas été, qu'il ne survive pas un peu, en puissance ou en malice, caché, marginalisé, mais frissonnant de désir, ces mondes mutilés, ces univers gorgés de vie et saturés de possibles, ces failles dans la matrice de l'Empire, ces ouverts où la forêt n'est ni un outil, ni un espace, ni une ressource, ni un interdit, où la forêt est une épiphanie de sens, de contournement, de lianes et d'anfractuosité. Autrement dit, le non-lieu du tout-être. Dans les cosmologies subsahariennes se loge en chaque humain, explique Tuam Bona, des éléments végétaux, animaux, climatiques, minéraux, entrant dans des combinaisons de perpétuels mouvements, chacune produisant des singularités, c'est-à-dire des personnes. L'ancêtre rappelle que nous sommes moins des individus que des nœuds de relations. Il s'agit de se diffracter aux aléas du monde, en connivence avec l'ailleurs, l'inouï et l'invu. Il s'agit de sentir la contingence de nos construits et l'extraordinaire violence d'atrophie qu'ils ont imposée aux latences qui se dessinaient ici et là. Ce n'est pas une écologie, c'est une révocation espiègle des vieilles dualités métaphysiques. C'est un pacte secret et séditieux, avec tout le refoulé d'une insolence humiliée. Les chamans, comme d'autres maîtres de l'invisible, sont des passeurs de monde. Ils ne balayent pas les frontières, ils les transgressent en bandits. Ils ouvrent à un peu de chaos dans le fantasme terrifiant et réifiant du grand ordre inexorable qui assène, qui assure, qui asserte, celui par exemple de ce que l'Occident a nommé progrès, cette destruction méthodologique et techno-nihiliste de toute beauté inhumaine, rabaissée au rang de paysage, de ressources ou de divertissement. Rationalisation unidimensionnelle et néocoloniale de chaque velléité cosmopoétique. Attention pourtant, ces mondes égrugés pourraient rugir à nouveau. Quelque chose frémit encore entre le béton et le métal. Un léviathan rebelle qui subvertirait de dedans, peut-être un pirate amoureux qui déchirerait sa voile pour s'échouer sur l'île des sirènes. Mais nos plurivers quantiques ou philosophiques, mythiques ou mystiques, culturels ou symboliques, c'est encore bien peu. Naturellement, les mondes animaux demeurent largement inaccessibles. La modernité numérico-délinquante en oublie souvent jusqu'à l'existence. Il est vrai que la vie s'effondre sur Terre. Parfois, pourtant, ici ou là, un frôlement ou un feulement. La rugosité sèche d'une écorce, la texture soyeuse d'une pétale, la rencontre d'un regard, un fauve, un insecte ou un oiseau, mais c'est encore les trop nommés dans des catégories tellement humaines, avec lequel un co-naître fait irruption dans la glaise de nos réels arides. Nous n'avons pas commencé à dessiller sur cette altérité si radicale et si infime et intime, pourtant. Elle se meurt dans son inaccessible proximité, effacée par l'effraction de nos certitudes veules.
météore de marge monstre. Les atomes sont un monde aujourd'hui mort et enterré. Dans le total absolu du stratifié inaccessible d'étoiles déchues, un météore. Nous avons fait du monde un météore. Dans le total absolu du stratifié inaccessible d'étoiles déchues, un météore. Quelques instants pour pouvoir répondre à quelques questions, pour un petit échange. On n'a pas énormément de temps parce que la salle doit être préparée pour le spectacle juste après. Mais s'il y a quelques éléments de réflexion, questions, n'hésitez pas, ils sont là tous les deux et heureux de vous répondre. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'à mon avis je ne m'y connais pas suffisamment. En fait, on a entendu parler de la théorie des cordes et j'aurais aimé savoir du coup est-ce que la gravitation quantique à boucle et la deuxième théorie auraient pu s'intégrer dans tout ce discours poétique à la fois et rationnel. Est-ce qu'il y avait sa place dans toute cette... Je pense que c'est pour toi ça, Samuel. Hein. T'es sûr Alors, on a deux belles théories en physique. Il y a la relativité générale, qui est la théorie de l'espace et du temps, et on a la mécanique quantique, qui est la théorie de la lumière et de la matière. Ce qui nous rend un peu schizophrènes, c'est que ces deux théories sont incompatibles et inconciliables l'une avec l'autre. Ça fait 100 ans que les plus grands esprits tentent de trouver des voies effectivement de rencontre entre ces deux pilastres vraiment de la science moderne, jusqu'à présent sans grand succès. Donc en effet, j'ai dit quelques mots tout à l'heure de la théorie des cordes, qui est une tentative très ambitieuse d'unification globale de toutes les forces, de toutes les interactions, mais qui est extrêmement coûteuse en termes d'hypothèses conceptuellement radicales supplémentaires. Et
comme vous venez de le mentionner, il y a également une approche alternative qui se nomme la gravitation quantique à boucle. Mais alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé de Rovelli dans l'exposé et que je travaille aussi sur les boucles, je trouvais ça plus élégant de ne pas en parler précédemment. Mais effectivement, c'est une vision qui est très intéressante, dans laquelle l'espace lui-même est en quelque sorte constitué de petits grains élémentaires, hein, de petits atomes d'espace. Et dans le cadre cosmologique, puisque c'est votre question, cela conduirait à penser un univers en contraction qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion du cosmos. Et dans ce modèle, le Big Bang finalement serait en quelque sorte régularisé, lissé et remplacé par un grand rebond. Il constituerait donc une sorte de gorge rabelaisienne, voilà, de goulet d'étranglement. Mais bien évidemment, ce qui fait aujourd'hui défaut dans tous ces beaux modèles, ce sont des indices observationnels. Et la réponse honnête et sincère est qu'à ce jour, nous n'en avons aucun. Monsieur ? Bonsoir. Vous nous avez vraiment fait rêver, et à travers ces milliers d'univers parallèles. Et ma question, elle est toute simple. Et Dieu dans tout ça? Parce que finalement, j'étais happé l'autre jour à une messe de Pâques, et je me suis fait cette réflexion, l'arbre de la connaissance. Nous sommes tous curieux de nature, c'est notre déterminisme. Et parce que nous avons été curieux dans le christianisme, nous avons été punis. Hein, et donc ces aberrations, et c'est comment concilier ces religions, ces croyances qui sont des forteresses, avec ces perspectives absolument incroyables que vous nous avez présentées. Alors, au risque de vous décevoir, je ne ferai pas la réponse de Laplace, hein, qui, vous le savez, avait répondu au roi « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Je préférerais la réponse de Wittgenstein, qui terminait son Tractatus par « Ce qu'on ne saurait dire, il faut le taire ». Bonsoir. J'avais une question concernant les univers participatifs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une théorie qui a été mise en place par un physicien du nom d'Archibald Wheeler, et qui dit que ce que nous voyons est déterminé, dépend de notre perception et de notre croyance. Ça va rejoindre un peu la question de mon ami, mais pas tout à fait. Vous connaissez l'expérience des raies de Raman, où en fait, si on regarde ou si on ne regarde pas, les particules se comportent différemment. De manière plus vaste, Monsieur Wheeler considère que l'univers, de manière globale, est participatif. J'aurais voulu avoir votre point de vue. Est-ce que l'intention de l'observateur n'a pas aussi un rôle à jouer dans le résultat? Peut-être, Samuel, tu voulais... Si tu veux... Non, mais... Oui, c'est un peu un cadeau empoisonné, mais... Non pas que votre question soit intrinsèquement empoisonnée, hein, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors, d'abord, il y a une façon très large de prendre la question, bien au-delà de la physique. Le fait que ce que nous voyons, en un sens même métaphorique, soit tributaire de construction sociale, de croyances, de préjugés, ça c'est tout à fait évident. On est bien d'accord qu'on n'a même pas besoin de Wheeler ou d'autres grands physiciens pour nous rappeler que le monde dans lequel nous habitons au sens le plus littéral du terme dépend de notre histoire. Vous savez bien que une hostie, pour reprendre une métaphore religieuse, c'est pour un catholique pratiquant le corps transfiguré du Christ au sens littéral. C'est vraisemblablement pour la bactérie qui s'y trouve un simple moyen de subsistance. Et je pense que ces deux réalités peuvent être tout à fait correctes au sens le plus littéral du terme, quoique évidemment mutuellement non pas contradictoires, mais je dirais distantes. Si maintenant on en reste à la dimension purement scientifique de votre question, je pense que l'intuition de Wheeler, qui est un géant de la physique, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, est tout à fait correcte, mais je crois que le temps passant, on a aujourd'hui une meilleure vision de cette question, et je crois qu'elle est la suivante. Ce qui compte, en fait, c'est pas tellement
la conscience, la vision, l'interprétation ou l'idée. En fait, c'est l'interaction. C'est encore plus général que ce qui était cru il y a, je dirais, quelques décennies en physique quantique. N'importe quelle interaction acquiert un statut vraiment de nœud ontologique, c'est-à-dire d'en soi du réel. Et il me semble qu'avoir assujetti en quelque sorte le monde, dans sa forme la plus radicale, à la conscience humaine, c'était peut-être encore un peu trop anthropocentré. Ou alors il faudrait le prendre comme les présocratiques, c'est-à-dire au contraire, vous savez que quand Protagoras dit « l'homme est la mesure de toute chose », il ne veut pas du tout dire « ceci existe parce que l'homme est là ». Quoique ceci est un objet manufacturé, donc c'est un peu vrai. Mais au-delà de cette trivialité, il veut dire « attention, l'homme ne peut accéder aux choses qu'avec sa finitude d'homme ». Donc il faut retourner la chose. Et en ce sens, ça reste vrai, bien sûr. Mais pour ce qui est, je pense, de l'existence physique des systèmes, je crois qu'on peut suivre la voie brillamment ouverte par Wheeler en faisant de l'interaction, de la relation, l'entité fondamentale, mais je ne pense pas qu'il soit très fécond de la pousser dans le sens de l'intellection, en réalité. Voilà. On va prendre une toute dernière question. Peut-être oser. Vas-y, on est entre eux. Vas-y. Ah, par rapport à la musique. Voilà. Elle le dit à l'oreille de sa maman, je vais le traduire. Moi, Samuel, je pensais pour toi. Elle était belle, votre musique. Eh bien, merci. Eh bien, c'est sur ces belles paroles de cette petite fille qu'on va devoir se quitter parce qu'il faut absolument installer la technique pour le spectacle qui suit. Olaf Niche, n'hésitez pas à venir encore. On peut applaudir bien fort nos deux invités une dernière fois de cette curieuse rencontre. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la suite du spectacle, vous pour la suite du festival. Merci, bonne fin de soirée.